Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Alpha Diallo, consultant financier, Corinne Azoumé, fondatrice de Serre Afrique et également chargée de communication et de mission pour le mouvement pour la relève. Et Djemal Taleb, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diallo, vous vouliez intervenir sur cette campagne menée? Oui, moi en guise de conclusion, moi je trouve que c'est une excellente idée de la part du gouverneur de la Banque centrale qui essaie de trouver des mécanismes d'incitation à la population pour le peu d'argent qu'ils ont, de mettre ça à la banque, de faire en sorte que le gouvernement congolais ait des liquidités, à part les liquidités qui viennent de l'étranger pour financer des projets sociaux, de construire des logements sociaux ou bien d'avoir des mécanismes de gestion de taux de change. Parce que plus la population a confiance au système bancaire, plus elle met de l'argent à la banque, et moins donc il y a moins de francs congolais qui va, si je peux l'appeler comme ça, moins de francs congolais qui est sur le marché, plus les gens, et le taux de change, c'est un effet d'éviction en fait. Dès qu'il y a moins de monnaie nationale qui circule, plus la monnaie devient importante en fait. Donc plus le taux de change est important, donc ça vous permet tout de suite de régler un problème auquel vous disiez tout à l'heure, la fluctuation de taux de change. Mais si vous laissez trop de francs congolais, trop de monnaie nationale dans les mains de la population... Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, de toute façon. Bah si, évidemment. Si, évidemment, avec tous les marchés, avec tout ce que les gens vendent, avec tous les trafics qui sont liés... Vous parlez d'anachronisme. Mais oui, mais parce que, de toute façon, comme je disais, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux à régler au niveau du Congo. Donc on dépense des sommes faramineuses pour des campagnes inutiles, sachant que si 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 20% préfèrent donc investir à l'étranger, 30% garder l'argent sur soi avec un marché noir au change beaucoup plus profitable. Donc je pense qu'il y a d'abord beaucoup de problèmes plus profonds à régler que cette campagne qui coûtera encore de l'argent au niveau de la communication, sachant que la communication c'est très très cher, alors qu'on peut éventuellement régler déjà le problème de la hausse déjà du SMIC. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la région éthiopienne de Gambela, menacée par la déforestation. L'Éthiopie est toujours menacée par la déforestation. En 50 ans, le pays a perdu la quasi-totalité de ses forêts. Gambela est l'une des régions exposées à cette menace. Gambela se trouve à la frontière avec le Soudan du Sud. De nombreux réfugiés y vivent depuis de nombreuses années, mais voilà, leur vie est à présent mise en péril par cette déforestation. Ashley Dupont. La région de Gambela, à l'ouest de l'Éthiopie, menacée par l'exploitation intensive du bois. Confrontée à la guerre civile, à la sécheresse et à la famine, plus de 1,5 million de Sud-Soudanais ont cherché refuge en Éthiopie. Depuis 2013, dans cette ville de Gambela, 7 camps ont été installés en réponse à cet afflux. Des camps où les réfugiés dépendent très fortement du bois pour vivre. C'est le cas de Buklikang, arrivé dans la ville avec ses 6 enfants il y a déjà 3 ans. Je reviens généralement de la forêt après 2 ou 3 heures et je suis complètement fatiguée. Une fois à la maison, je prépare le bois pour la cuisine et pour la vente, ce qui me permet de pouvoir acheter d'autres choses. Et grâce à ce petit commerce, j'arrive même à diversifier nos repas. Même si ces réfugiés de Gambela s'en sortent grâce à cette exploitation du bois, les observateurs craignent de voir surgir des tensions entre Sud-Soudanais et la communauté locale, ou encore d'assister à une accélération rapide de la déforestation. Le nombre croissant de personnes déplacées dans cette région et la demande en bois combustible entraînent une augmentation significative de la dégradation des forêts et de la déforestation autour des camps de réfugiés. Il est crucial de développer une stratégie cohérente qui permette aux plus vulnérables d'avoir accès à l'énergie et à des technologies propres et efficaces, tout en encourageant les bonnes pratiques pour réduire la demande en bois combustible et la dégradation de l'environnement. Pour résoudre certains de ces problèmes, le FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, travaille avec des réfugiés pour planter des arbres à croissance rapide. 1 million d'arbres seront en effet plantés cette année pour approvisionner en bois les réfugiés des camps de Gambela.
Djemal, l'Éthiopie, c'est un siècle de déforestation sauvage, si j'ose le dire. Le reboisement, c'est une urgence aujourd'hui pour ce pays. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est difficile de dire à une population qui vit du bois, de la forêt, de ne pas l'exploiter pour vivre. En même temps, ils l'ont toujours exploité, ça fait partie de leur vie. Deuxième chose, je ne suis pas persuadé que l'exploitation domestique qu'on fait de cette forêt soit la seule explication de la forêt de déforestation. Il y a sans doute l'environnement géologique qui est important. La troisième chose, c'est que l'Éthiopie, ce n'est pas la première fois qu'elle connaît des événements de cette nature. Le spectre du passé, malheureusement, est encore là. Et donc, ce pays a déjà connu une famine assez importante qui a commencé dans cette région-là, qui a beaucoup touché cette région-là. Mais enfin, l'Éthiopie de 1986 n'est pas l'Éthiopie de 2017. L'Éthiopie de 2017 est un dragon économique très important. C'est un pays qui a un poids économique considérable et qui est devenu le vecteur, sinon le moteur, ou en tout cas l'un des moteurs de la croissance africaine. Il dépasse la Chine, il est devenu une usine assez importante, il offre des emplois et une valeur ajoutée très importante pour le continent africain. Donc je ne pense pas qu'il soit spécialement menacé par le spectre du passé. Cela dit, il y a un problème, évidemment. Il y a un problème en Éthiopie, il y a un problème ailleurs. Là où on est injuste avec le continent africain, c'est que c'est probablement, et je mets de côté le côté des Gambela, c'est probablement le continent qui protège le mieux l'environnement. Exactement. Ce sont les forêts les mieux défendues au monde. La planète repose sur 3 grandes forêts. Celle du Congo, le bassin du Congo, celle du Bornéo-Mékong et celle d'Amérique du Sud. La mieux protégée, la mieux défendue et celle qui se tient le mieux, c'est celle du continent africain. Donc l'Éthiopie n'est pas non plus le pays de son côté qui menace particulièrement l'écosystème. Il y a des problèmes parce que c'est une région qui fait face à des guerres civiles importantes, qui est tributaire donc de l'environnement ou de la météo, qui n'est pas toujours très bonne, et qui, exploite une forêt parce qu'elle a besoin de vivre. Je fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont raison de continuer à exploiter leur forêt, qu'il faut... Donc c'est là où ma question, est-ce que le reboisement, c'est une urgence? Et le reboisement est une bonne chose. D'ailleurs, le continent africain le prend au sérieux, il le prend tellement au sérieux qu'il y a un grand projet, donc le siège est d'ailleurs à Nouakchott en Mauritanie, qui s'appelle le grand projet de la muraille verte. Et l'idée, c'est de construire une grande muraille verte qui part de Nouakchott jusqu'en Éthiopie. Et ce projet-là est un grand projet soutenu par l'Union africaine, c'est-à-dire qu'on le prend vraiment au sérieux. Pour autant, les hommes et les femmes continueront à vivre de la forêt, continueront à vivre du bois et continueront à exploiter comme il faut. L'un n'est pas toujours incompatible avec l'autre. Et ce sont, comme le font les Occidentaux, de rendre l'environnement et l'écologie comme étant une misère, d'écouter les gens de tout cela pour que demain, nous ayons absolument l'effet inverse. Alpha Oumar Diallo. Ouais. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, le problème de cette déforestation, elle est très difficile pour la population de vivre sans pouvoir exploiter les bois. Ce qu'il faut faire, c'est de leur donner une solution alternative. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise le bois pour faire à manger, pour se chauffer, pour tout faire, on ne peut pas lui dire non, n'utilisez plus le bois. Maintenant, la communauté internationale, elle est là, il y a les organisations des Nations Unies qui sont là, il y a le gouvernement éthiopien, c'est de faire en sorte le reboisement, je trouve que c'est une bonne idée. Le gouvernement éthiopien avait lancé en 2011, me semble-t-il, une campagne de reboisement. Donc là, on voit que finalement, en tout cas pour cette région de Gambela, les résultats ne sont pas là. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un échec? Encore une fois, juste pour cette région-là. Oui, mais bon, il y a le reboisement. Maintenant, il faut tirer les conclusions de cette campagne. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné comme ici ils attendaient? Et 2, il faut trouver des solutions alternatives, le développement des énergies renouvelables. Faire en sorte que, quand la population a besoin d'utiliser les bois, qu'ils aient une autre solution, telle que comme il y a le soleil, donc développer les énergies solaires ou bien les énergies photovoltaïques, faire en sorte que ces populations-là puissent vivre autrement qu'à l'utilisation excessive du bois. Parce que si rien n'est fait aujourd'hui, on dit à la population, vous n'avez aucune autre solution que d'utiliser le bois que vous avez, demain ils n'auront plus de bois, ils n'auront plus d'eau, et la situation sera beaucoup plus compliquée. Donc c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place. Le reboisement, les énergies renouvelables, faire en sorte de réguler le problème des réfugiés, parce que s'il y a trop de concentration de population dans une forêt aussi, il faut faire en sorte que ce problème-là s'arrête, faire en sorte que ces gens qui viennent d'ailleurs puissent retourner, le Soudan du Sud puisse retourner
retourner chez eux. Donc c'est un problème qui devient plutôt global, qui se règle au niveau de l'Union européenne, faire en sorte que le problème au niveau de l'Union africaine, voilà, exactement. C'est un artiste révélateur. Exactement. Corinne Azoumé. Alors, il faut savoir quand même que depuis 2015, le gouvernement d'Éthiopie, en tout cas, mise beaucoup pour la protection de l'environnement, parce que c'est un problème environnemental. Alors, déjà, il y a beaucoup d'engagements, notamment au niveau de la réduction de 64% des gaz à effet de serre. D'ici 2030. Voilà, d'ici 2030. Et comme il parlait d'énergie renouvelable, ils y sont déjà. Par rapport à tous les autres pays africains, c'est quand même un bon élève dans ce domaine. Mais nous parlons d'une région particulière qui doit être sujette aussi aux variations climatiques, à l'éducation de la population elle-même, parce que nous savons que les populations africaines rurales utilisent effectivement beaucoup le bois pour faire du charbon, également pour construire les maisons. Donc, associé justement à des variations climatiques, il peut avoir effectivement des dégâts au niveau de ces régions-là, comme vous dites, qui méritent quand même le reboisement. Sinon, au niveau de l'environnement général, l'Éthiopie se démarque des autres pays, est un bon élève parce que fait beaucoup d'efforts, s'est engagé vraiment pour des fermes avec des éoliennes, afin de l'énergie solaire. Donc vraiment, l'Éthiopie essaie de développer toutes ces énergies intermédiaires. Donc petit à petit, il y a des régions plus favorisées que d'autres, mais en général, l'Éthiopie est un bon élève niveau environnement. Alors justement, à la COP21, en décembre 2015, l'Éthiopie avait formulé un certain nombre d'engagements, mais là aussi, c'est la problématique du financement qui pose problème. Est-ce que les dirigeants occidentaux qui s'étaient engagés à soutenir l'Afrique, qui émet finalement peu de gaz à effet de serre, est-ce que ces financements-là commencent à être perçus déjà, pas que pour l'Éthiopie, mais pour les pays africains de manière générale? Je n'ai personnellement pas l'impression que la COP21 fut un grand succès pour le continent africain. Ils n'ont pas parlé du même voix, leurs problèmes n'ont pas été pris en considération et les problèmes majeurs qui concernent l'Afrique n'ont jamais de toute façon été pris en considération, ni à la COP21, ni à Copenhague, ni avant, ni d'ailleurs à Rio. L'idée de la philosophie actuelle donc, de la protection universelle de l'environnement, c'est de dire nous allons corriger les dégâts qui ont été faits. Mais nous nous préoccupons très peu de la protection et de la sauvegarde de ce qui est sauvegardé déjà. D'où d'ailleurs le malheur que vit actuellement les pays du bassin du Congo. Comme ils protègent suffisamment bien leurs forêts, ils sont juste dépassés. Le problème, c'est qu'en protégeant leurs forêts, ils privent leur population du bénéfice de la vie dont ils ont besoin, y compris de leur forêt. Et donc ce que vous en appelez aujourd'hui, qui est notre sujet de Gambela, c'est à peu près ce qui se pose en Afrique centrale. C'est les populations autochtones, comme on les appelle malheureusement dans un nom absolument barbare, des populations qui vivent des forêts, sont privées de l'essentiel, ou en tout cas d'une bonne partie des fruits que la forêt leur procure. Et comme on ne leur donne rien en substitution et que les protocoles des Nations Unies liés à la protection du climat ne leur donnent rien, ils se trouvent dans une écologie punitive. Or, l'écologie punitive, c'est exactement ce qu'il faut éviter sur le continent africain. Mais on ne l'évitera pas si chacun de nous, donc petit pays faible, est capable de parler de lui-même. Si la Guinée, le Bénin, chacun de nous parle de son côté à des niveaux très faibles, un poids très faible, on n'y arrivera jamais. Si nous continuons à faire ce que nous avons fait dans la COP21, et je crois qu'on a bientôt à Marrakech la COP22, alors, si nous continuons à parler de cette façon-là, de façon aussi faible, nous n'arriverons jamais à rien. Nous avons besoin de parler d'une seule voix, de parler de façon unie et d'imposer les thématiques qui nous concernent, c'est-à-dire le reboisement, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des projets de substitution pour les populations, c'est-à-dire l'idée de nous aider pour la protection de l'environnement et de la protection de ce que nous protégeons déjà assez. Or, toutes ces thématiques-là sont totalement absentes. Et l'idée de l'écologie punitive occidentale, parce que, pardon, ceux qui ont connu un développement fulgurant ces 2 derniers siècles et ont été néfastes pour la planète, ce n'est pas les Africains, c'est les autres. Et donc, toute la protection de l'environnement et toute la politique de l'écologie moderne est faite pour eux. Changeons un tout petit peu de culture, ou en tout cas, au moins, essayons d'imposer un minimum de culture africaine nécessaire. Et ça, nous ne le faisons pas.
Alpha Oumar Diallo, un dernier mot. Bon, en fait, sur ce thème-là, je pense que lors des grands sommets internationaux, on parle beaucoup de réussite, on parle beaucoup d'avancées, mais je pense que l'Afrique, comme vous disiez, M. Taleb tout à l'heure, l'Afrique est totalement absente des retombées des décisions. À-dire que, bon, on a l'impression que les grands dirigeants africains viennent juste pour prendre les photos et rentrer chez eux et dire voilà, on était à la COP21, on a signé ça, alors qu'au final, il n'y a rien qui prouve à la population locale qu'il y a eu tel sommet, il y a eu telles avancées au niveau écologique dans le panier comme dans le panier de la ménagère. Donc, comme disait Taleb, il faut travailler en amont, faire en sorte que quand les Africains viennent, qu'ils aient des propositions, qu'ils aient des choses à défendre et qu'eux aussi, qu'ils puissent dire « Ok, c'est bien, lors du dernier sommet, vous avez proposé ça, mais ça ne nous regarde pas trop parce que nous, la population, ne le voit pas dans la vie de tous les jours, ça n'améliore pas leurs conditions de vie. » Donc faites en sorte que les grandes décisions que nous prenons ici aient de petites retombées pour la population qui en souffre beaucoup en Afrique. Alpha Oumar Diallo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant financier. Merci à vous également, Corinne Azoumé. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Serafrique, également chargée de communication et de mission pour le mouvement pour la relève. Et concernant Serafrique, il y a des événements qui sont en train de se préparer. Concernant le mouvement pour la relève, donc à partir de fin janvier, nous avons des actions à Paris qui vont durer sur une semaine. Donc conférences, cocktails, présentation dédicace des ouvrages de son Excellence Moïse Kérékou, ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, président du mouvement pour la relève. Nous avons aussi la visite du patrimoine historique et culturel de France. Donc pas mal d'activités. Donc nous profitons pour inviter tous les téléspectateurs de Africa 24 à nos manifestations à partir de fin janvier 2018. Fin janvier 2018. Mais je n'avais pas fini de réagir sur le thème de... parce que pour revenir un peu, 2 secondes sur l'énergie solaire, c'est bien beau de parler d'énergie renouvelable, mais est-ce que ces grands groupes qui dirigent justement l'électricité permettent à l'Afrique de pouvoir développer cette énergie? Voilà, je voulais finir sur cette question-là. Merci beaucoup, Madame Azoumé. Merci à vous également, Djemal Taleb, d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonsoir à ceux qui ont accepté de nous regarder. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve lundi pour l'Africa Newsroom.